parce que à travers ce que j'ai vécu, je me suis aperçu qu'en fait, Dieu n'a pas de religion. Quelques secondes avant le top action, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est est-ce que j'ai dit à mon épouse, mon enfant ou mes parents que je les aimais. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Caliel. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes ancien chef de groupe du GIGN, vous avez ensuite travaillé dans l'industrie, dans le luxe, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont un livre témoignage qui s'intitule GIGN, les secrets d'une unité d'élite, auteur également de 2 BD, de plusieurs romans, et puis du tout dernier livre que vous venez nous présenter aujourd'hui, qui s'intitule « Du GIGN à la fois », paru chez Mama Édition avec une préface de Catherine Lara et une postface d'Alain Chamfort. Tout à fait. Alors je vais rappeler juste rapidement ce que veut dire GIGN. Ça signifie « Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ». Alors moi j'ai lu 2 de vos livres. Le tout premier, que vous avez publié, vous m'avez dit ça tout à l'heure, en 2010. Exactement. Et ce dernier livre, donc il y a 14 ans qui les séparent. Et au départ, j'étais pas partie pour lire le GIGN, les secrets d'une unité d'élite. J'étais pas partie pour le lire. Mais il y avait quelque chose qui me manquait en lisant ce tout dernier. Je sentais bien qu'il y avait que je touchais quelque chose. Eh ben, j'ai pris la décision, je l'ai lu en 3 heures. Hein. Ah, quand même. Je l'ai lu en 3 heures, le premier. Hein. Ah, bravo. Voilà, le tout premier. Bravo. Et il y a un point commun quand même. Il y a, au-delà de votre expérience au sein de ce groupe d'intervention, j'ai senti que vous parliez déjà, dans ce premier livre, de votre foi. Même si elle était minime, bien sûr, avec retenue, mais elle était déjà présente. Et il y avait aussi une bienveillance dans les propos que vous relatiez, parce que dans ce tout premier livre, vous y allez. Oui, bien sûr. On revit certaines des interventions, vous balancez aussi. Bien Donc sûr. pour moi, c'était important aussi de vous présenter à notre public, aux spectateurs, qui vous étiez, bien sûr, votre carrière, et puis de faire le lien avec ce livre-là que vous venez nous présenter. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, dans tous mes ouvrages, y compris depuis le premier. Effectivement, il y a toujours une teinte de bienveillance et de foi, parce qu'à cette époque-là, bien évidemment, j'avais déjà vécu des situations un peu singulières que je raconte dans mon dernier ouvrage, mais je ne me sentais pas du tout d'en parler ouvertement. La peur du qu'en dira-t-on, l'étiquetage, hein, on vit dans des sociétés où le paraître est plus important que l'être, et donc à cette époque-là, ma seule façon de tenter de partager ce que j'avais découvert au départ dans cette unité, c'est à travers mes romans ou mon premier livre, où effectivement je mets quelques touches de bienveillance et de foi déjà là. Mais pour ce dernier livre du GIGN à la fois, j'ai mis, pour tout vous dire, plus de 20 ans à me décider à l'écrire. C'est pas, encore une fois, c'est pas évident, parce que on touche des domaines plutôt très très privés. Et aujourd'hui, parler de la foi, pour certains, ça peut paraître grotesque, pour d'autres, au contraire, utile. En tout cas, pour moi, venant d'où je viens, je pouvais aussi, ce qui me dérangeait, troubler aussi mon ancienne institution. Et je ne voulais pas non plus, entacher qui que ce soit. Je voulais simplement témoigner, et je veux témoigner dans ce dernier ouvrage uniquement de ce que j'ai vécu. Voilà, je me suis décidé en 2023, vous voyez, plus de 20 ans après. Voilà, et à la demande de 2 camarades à l'île Rodrigue, avec qui j'avais partagé mes témoignages, et de mon épouse, qui m'avait toujours dit, tu devrais écrire ce que tu as vécu, si tu touches un cœur, c'est énorme. Et effectivement, en juillet 2023, je me suis dit, Jean-Luc, après tout, aujourd'hui, puisque tu es dans l'être et plus dans le paraître, raconte ce que tu as vécu,
Il n'y a aucune obligation dans la lecture. Je ne dis à personne s'il faut croire ou pas, ce qui est bien ou pas bien. Je dis simplement, je relate des faits, c'est très factuel, qui n'ont aucune explication rationnelle à ce jour, des choses que j'ai vécues. Voilà. Et effectivement, venant d'où je viens, du GIGN, ça peut paraître parfois assez dingue parce qu'on est très très rationnel. Je le suis toujours, malgré tout. Parce que quand j'ai vécu ces situations, je me posais toujours la question de savoir, y a-t-il une cause sérieuse, concrète, rationnelle à ce que je vis. J'avais beau chercher, voire même partager avec d'autres camarades un peu ouverts, quand il n'y a pas de cause rationnelle, j'ai envie de dire, c'est aussi rationnel de se dire qu'il y a autre chose. Quand il n'y a pas d'explication, il y a forcément autre chose. Et c'est être aussi quelque part rationnel. Et donc voilà, après plus de 20 ans, je me suis décidé de témoigner par écrit sur ce que j'ai vécu. Et pourtant, même au sein de vos collègues, au sein de l'équipe de cette grande famille du GIGN, vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'êtes pas le seul Tout à fait. à vivre des choses, on va dire, irrationnelles, pas très normales. Mais avant qu'on commence à en parler, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager au sein du GIGN? Comment vous êtes arrivé dans la gendarmerie? Adolescent, j'étais très très sportif. Je faisais beaucoup de compétitions, que ce soit en athlétisme, en judo, et mon rêve adolescent était de rentrer dans l'anti-gang. L'anti-gang, à l'époque, c'était une équipe d'intervention de la police nationale, et mon rêve était de rentrer dans l'anti-gang. J'avais vu des films, je me faisais moi-même des films, et donc c'était mon rêve. Et un jour, j'aide mon prof de judo, lequel donnait des cours de judo à des enfants de gendarmes, dans un escadron de gendarmerie au Havre. Il donnait des cours de judo à ses enfants de gendarmes et j'étais là, je lui donnais modestement un coup de main. Et un jour, un parent vient me voir en me disant qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui ai dit je veux rentrer dans l'anti-gang. Alors dire l'anti-gang à des gendarmes, c'est-à-dire mettre en avant la police plutôt que la gendarmerie, le papa me disait ah bon l'anti-gang et pourquoi pas le GIGN? Et moi le GIGN pour moi c'était quelque chose d'inatteignable. C'était utopique que d'espérer intégrer cette unité et il me demande d'attendre, il m'amène des coupures de presse et une vieille cassette vidéo, enfin une vieille cassette, à l'époque c'était pas une cassette vidéo où on relatait des faits. Les VHS, c'est oui, les c'est cassettes ça, VHS. Voilà. Dans les magnétoscopes, voilà. Et où il y avait quelques images et documentaires sur le GIGN. Et donc quand je diffuse ça chez moi, je vois ça, je veux dire quand même, c'est là-dedans que tu dois être. Et ce que je fais ma demande à la fois dans la police, dans l'objectif de rentrer dans l'anti-gang, et dans la gendarmerie, dans l'objectif de rentrer au GIGN. Et je me suis dit, la première qui arrive, l'institution qui arrive la première, bah je pars et je suis ce chemin, et c'est la gendarmerie. Et donc, je suis entré en gendarmerie, je ne savais pas qu'il fallait faire 5 ans de gendarmerie à l'époque, apprendre le métier de gendarme avant de rentrer au GIGN. Je me suis dit, bon, j'ai 5 ans à faire dans la gendarmerie traditionnelle, faisons-le et présente le concours. Et j'ai présenté le concours à l'âge de 22 ans et j'ai intégré le groupe à l'âge de 23 ans. Est-ce que c'est l'âge légal? C'est ce que vous dites, non, c'est normalement l'âge légal, 23 ans. 23 ans, mais on y rentre généralement à 27, 28 ans. On attend des gens qui ont déjà une situation de famille, une stabilité. Mais en tout cas, vous pouvez pas partir en mission avant l'âge de 23 ans. Voilà, avant d'être formé, déjà intégrer le groupe, c'est exceptionnel. Hein. Et je me rappelle à l'époque, après avoir passé le concours pour rentrer au groupe, un des officiers était venu me voir. En me disant, une fois que j'avais eu le résultat du concours, en me disant, vous avez de la chance que votre formation, la fin de votre formation, c'est votre mois anniversaire de la 23e année.
Sinon, ça aurait pu poser problème. Et j'ai eu cette chance, donc je me suis retrouvé intégré dans cette unité où là, effectivement, je rentrais dans un autre monde, hein. Tant dans la conception, dans l'organisation, dans les relations humaines, ça n'a plus rien à voir avec la gendarmerie classique. Et moi, il y a une anecdote justement sur ces débuts au sein du GIGN, c'est que vous n'avez pas encore 23 ans et que votre supérieur va vous mettre dans une mission. Exact. Et là, alors vous allez nous la raconter, mais en fait, il y a un braquage de prévu parce qu'il y a, j'imagine, des malfaiteurs qui sont sous surveillance et donc vous avez vent qu'un braquage en flagrant délit, se prépare. Exactement. Il vous demande d'y aller. Alors, il demande, nous étions 5 stagiaires à cette époque, et faute de personnel, d'effectifs suffisants parmi les opérationnels, le commandant vient nous voir en disant, bon, vous êtes encore stagiaire, mais on a besoin d'un peu de gens, vous venez avec nous. Évidemment, nous, on était rentrés pour ça. Donc, c'est comme s'ils nous offraient un gros gâteau à la crème si on est gourmand. Donc, effectivement, on y va rapidement. Et donc, on se trouve tous les 5 intégrés dans le groupe pour intervenir sur un flagrant délit, un hold-up qui se fait dans la banlieue d'Amiens. Et c'est la première fois que je vis une intervention en direct. J'avais vu ça qu'à la télé, moi, dans les films. J'avais donc cette formation qui touchait à sa fin, mais je n'avais jamais vécu une vraie intervention encore, et on se retrouve là, et j'assiste au braquage en direct, où je vois les individus sortir de leur voiture avec des armes sous leur manteau, rentrer dans la banque à l'ouverture, en sortir. J'imaginais qu'à l'intérieur, c'était la panique générale, et partir gentiment en voiture. On les prend en filature. Nous avions monté des embuscades sur tous les chemins de fuite. Et à un moment donné, la voiture des braqueurs s'est mise à accélérer. Et donc, ça a été une course-poursuite dans la campagne d'Amiens. Et là, des échanges de coups de feu entre les braqueurs et nous. Moi, je regardais ça comme je regardais un film, en fait. Mon arme était toujours à l'étui. J'étais complètement à côté, comme on dit, à côté de la plaque. J'étais pas dans la mission. J'étais spectateur de la mission, en fait, ce qui est pas forcément bon, voire même très bon. Et donc les voyous, après des échanges de coups de feu, là, ils perdent le contrôle de leur voiture, qui va se planter dans un jardin d'une maison. Et là, tout le monde sort de la voiture, des voitures, les voyous, nous, toujours en échange de coups de feu. Un camarade est blessé grièvement à la face, où là, je vois pour la première fois de ma vie ce que donnent les effets d'un projectile. Je suis complètement surpris, choqué. Je regarde, je ne bouge pas, mon arme est toujours à l'étui, et je me retrouve face à un des braqueurs à une dizaine de mètres de moi, et là il pointe son arme automatique sur moi, et moi j'ai toujours l'arme à l'étui. Je regarde et j'entends un claquement, pas de détonation, un claquement, et je me dis bêtement, il a un incident de tir, en fait. Son arme s'est enrayée, et je vois l'individu trifouiller son arme, l'étui sortir, il éjecte une cartouche, il en introduit une autre, et moi je reste toujours à le regarder en me disant, il a pas compris que son arme est enrayée, alors que j'aurais dû réagir. Je ne réagis toujours pas, je le regarde, et là un deuxième claquement, et là, au deuxième claquement, je me fais percuter par un de mes camarades qui voit la scène. Et là, je tombe dans le fossé et je réalise que j'étais en train de faire une bêtise énorme qui aurait pu me coûter peut-être la vie. Et là, en quelques secondes, j'apprends ce que c'est que la violence et puis le risque. Et c'est au débriefing de la mission où là, j'ai compris que j'avais fait une erreur, parce que les débriefings au groupe servent à la fois de
d'améliorer ce qui n'a pas été, d'optimiser ou de voir ce qu'on aurait pu faire de mieux. Mais c'est aussi le moment où on se dit les choses, les vérités, en disant j'ai pas du tout aimé. Et là, j'ai compris au débriefing que j'avais fait une grosse bêtise parce que les anciens m'avaient attrapé sérieusement devant tout le monde en disant on n'est plus à la télé, ce n'est pas un film, c'est pas un western. Tu ne peux pas rester comme ça. Si tu ne bouges pas, si tu ne réagis pas, tu n'as rien à faire chez nous, en fait. Donc là, j'ai très très vite compris qu'il fallait prendre le métier vraiment à bras-le-corps. Et effectivement, cette mission a été pour moi riche d'enseignements et ça a tout changé en moi. Et moi, si je vous demande de raconter cette anecdote, c'est parce qu'avec des années de recul, ce moment où vous vous retrouvez face à ce malfaiteur qui vous tient en joue, qui tire, parce que lui, son intention, c'était de vous tuer. Bien sûr. Et puis finalement, il n'y a pas de balle. Avec le recul, il n'y a pas quelqu'un qui vous a protégé? Alors à cette époque-là, vraiment, j'étais loin de tout ça. Pour moi, c'était vraiment un coup de chance terrible. Enfin, 2 coups de chance successifs. Mais à aucun moment, j'ai fait la liaison à cette époque-là sur une éventuelle une bonne étoile. Non. Même après, nous sommes allés voir l'arme du braqueur, voir un peu ce qui n'avait pas fonctionné. En fait, les cartouches étaient mal introduites dans le canon, elles s'étaient mises en travers et donc il ne pouvait pas y avoir de percussion. Alors, à cette époque-là, je m'étais dit, et tout le monde s'était dit, on a eu de la chance, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous dire. Je n'oserais pas vous dire qu'il y avait une protection. Aujourd'hui, parce que je n'ai pas la preuve. Parce que je reste quand même rationnel. Je me dis, voilà. Avec ce genre de choses, est-ce qu'on peut avoir des preuves? Je ne sais pas. C'est difficile, mais je ne peux pas m'avancer. Pour l'instant, je me dis, j'ai eu de la chance une fois dans cette mission, même 2 fois, parce que 2 tirs qui ont échoué. C'est vrai que, est-ce qu'on peut avoir de la chance tout le temps? Je ne pense pas. Donc, voilà, j'ai envie de croire que il y avait quelque chose qui me préservait. À ce moment-là, vous faites le lien avec votre maman. Vous dites qu'elle est enceinte de vous de 6 mois. Oui, c'est ça. Pas de bêtises. Qu'elle est en Algérie. Exactement. C'est ça. Et vous dites que face à un gendarme. Exactement, oui. Mon histoire familiale est assez. Et vous liez en fait ce moment. Oui. Avec le moment que vit ma mère quand elle était enceinte de moi. Effectivement, lors de l'indépendance de l'Algérie, mes parents ont dû quitter donc l'Algérie. Et dans cette cohue, dans cette évacuation forcée des Français, ma maman s'est retrouvée enceinte de moi face à des gendarmes qui lui demandaient de partir. Et l'un des gendarmes avait mis son canon sur son ventre. Et je me suis dit, c'est la seule chose, vous voyez, j'ai même pas pensé à autre chose. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange, parce que quand ma mère était enceinte, elle a eu un canon d'un gendarme sur son ventre, et quelques années plus tard, son fils gendarme a un canon braqué sur lui et qui ne donne rien. C'est peut-être un raccourci un peu facile, mais j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de croire qu'il y avait quelque chose qui m'a préservé, voilà, dans cette première mission, mais riche d'enseignements. Et on va voir aussi que l'Algérie aussi vous poursuit un petit peu quand même aussi, finalement. Oui, bien sûr. On va le voir aussi. À quel moment vous vous interrogez sur la foi, sur votre foi, vous qui avez grandi, alors vous dites dans une famille catholique, mais pas forcément pratiquante, plus. Tout à fait. De manière culturelle. Tout à fait. Avec un père agnostique. Vous aimez bien mais tout à fait. rappeler. À quel moment cette foi elle apparaît? Effectivement, mes parents sont catholiques, ma mère non pratiquante et mon père est catholique par éducation, mais en fait tout ça, politique et religion, pour lui c'était l'opium du peuple, donc et je suis parti dans la vie active avec ses convictions. Pour moi il avait raison, pourquoi autant de guerres sur Terre, pourquoi autant de sang partout sur la planète, si Dieu existait, il n'y aurait pas ça. Et donc, à quel moment c'est venu? À l'âge de 28 ans.
Donc, vous voyez, ça faisait un petit moment que j'étais déjà au groupe, à l'âge de 28 ans, et je vis une séparation, un divorce. Ça n'a pas été une chose très simple. Mes parents vivent en Normandie et moi à Versailles, parce que l'unité est à Versailles. Je me sentais un petit peu seul, et un de mes camarades me dit, bah, écoute, si t'es tout seul, bien sûr qu'on est là, mais tu n'as qu'à prier. Et donc, prier, oui, je veux bien, mais comment on fait pour prier? Qu'est-ce que je dis? Je ne connaissais pas de prière, en fait. Rien, donc je me dis pourquoi pas, après tout ça peut pas faire de mal, et j'ai commencé tout seul dans mon coin chez moi, à genoux au pied de mon lit, en train de parler à ce que je supposais être Dieu. En tout cas, je parlais comme si je parlais à mon père biologique. Et je parlais, je me suis aperçu avec le temps, je priais pratiquement une fois de temps en temps, quand l'envie dès que je ressentais le besoin, je priais, je me disais, bon bah, ça me permet de passer une journée, voilà, de passer un peu mieux la journée, mais sans conviction. Mais là où j'ai commencé à me poser de vraies questions, c'est lors d'un entraînement de plongée à Saint-Mandrier, à l'école des nageurs de combat à Saint-Mandrier, où l'on forme les commandos Hubert, le fleuron de la Marine nationale. On échange entre unités des expériences de chacun, eux dans le domaine subaquatique et nous dans le domaine investigation dans les navires. Et lors d'un exercice de plongée, un matin, à Saint-Mandrier, sous une épave de navire flottante, qui était là depuis des décennies, et qui sert de lieu d'entraînement, où on crée des situations, mais c'est un navire, une carcasse vide, rouillée, un destroyer me semble-t-il. Et lors d'un entraînement, nous sommes en approche subaquatique, tous liés les uns aux autres par un fil de vie, et on s'approche de cette coque, et le but c'est de se ventouser sous la coque, c'est-à-dire on a des ventouses de vétrier, et on va se coller sous la coque pour se déséquiper. Et c'est une plongée technique, tactique et à haut risque, parce que on ne peut pas dépasser 7 mètres de profondeur parce que l'oxygène pur devient toxique, voire mortel. Et quand on se déséquipe sous la coque, dans le tirant d'eau du bateau, 1m20, 1m50, il faut faire attention de ne pas rester accroché à la ventouse, parce que comme la néoprène, par nature, c'est une bouée, si on restait accroché à la ventouse, on serait bloqué entre deux eaux. On ne pourrait pas faire surface et on ne pourrait pas redescendre à la ventouse. Donc c'est une plongée qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de technique, beaucoup de pratique, beaucoup de procédures. Et on a du matériel de franchissement à monter sous la coque du bateau pour nous permettre de franchir la coque, arriver sur le premier pont. Et lors de cet exercice, l'eau était claire, c'était un matin, nous étions tous ventousés sous la coque avec mes camarades. On s'était déséquipés et on attendait le fameux pincement qui nous dit je suis prêt, voilà. Et quand le pincement remonte toute la colonne sous la coque, c'est que tout le monde est prêt. Et là, on attend d'autres codes gestuels pour émerger de l'eau. Et pendant que je suis pendu sous la ventouse, j'entends d'un coup des vocalises, des chœurs d'église. Des voix d'enfants ou des voix féminines, mais j'entends clairement des voix et je ressens de la mélancolie. Et là, pendu, je tenais ma ventouse, et là, dans un premier temps, je secoue ma tête, parce que je me dis j'ai un problème à l'oreille, j'avais eu des petits problèmes à l'oreille, tympaniques, des perforations tympaniques, et je secoue un petit peu ma tête, et ces voix viennent toujours en moi, je ressens de la mélancolie, et là je me dis bon, on va faire du calcul mental rapide, addition, soustraction, des choses simples, mais pour me concentrer, pour capter mon esprit sur quelque chose de concret, et j'entends toujours ces voix, ces vocalises, cette mélancolie qui me traverse, et mes camarades à droite et à gauche. Je demande à mon ami Tonio qui était à ma gauche aussi en tenant la ventouse, je lui demande est-ce que ça va, et il me répond ça va. À droite, est-ce que ça va? Ça va. Tout le monde allait bien, sauf moi, en fait. Et donc, quand les pincements remontent, on fait l'exercice. Là, les vocalises s'arrêtent.
Donc on remonte. Alors ça peut être une narcose parce que je plonge à l'oxygène pur, en circuit fermé, et à une profondeur très très réduite, 1m20, 1m30, sous la coque d'un navire. Et c'est à l'heure du déjeuner où je demande à mon ami, Tonio, est-ce que tu as entendu ces voix d'église sous la coque? Et là, Tonio s'arrête, il me dit, des quoi? Et je lui dis, des voix un chœur d'église. Et là, il me regarde, il me dit, tu plaisantes? Et dans le tu plaisantes, je me suis dit, oups, Jean-Luc, tais-toi. Et je lui dis, oui, effectivement, je plaisante. Mais au fond de moi, je me dis, je suis le seul à avoir entendu. Et quand j'ai entendu ces voix, je regardais, il y avait 15 mètres de fond, je voyais bien le sable, pas de haut-parleur, parce que là aussi, j'essaie de trouver une cause à ça, pas de haut-parleur, aucune personne autour de nous, rien. Et donc là, je me dis, est-ce que tu as rêvé? Est-ce que tu as vraiment entendu? On se pose de réelles questions. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai toujours aucune explication. Aucune. J'en ai parlé à l'époque à ma compagne qui est devenue mon épouse, qui ne m'a pas jugé, et voilà, qui est une personne croyante et pratiquante. Donc elle m'a pas jugé, elle n'a pas trouvé ça étonnant. Quelque part, ça m'a rassuré, mais sans plus, parce que quand même, je me disais, c'est pas normal que j'entende des voix sous l'eau. On ne parle pas sous l'eau. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que où j'ai commencé à me poser des questions, savoir d'où ça pouvait provenir, de quelle manière. Qu'est-ce que j'avais ressenti? Pourquoi cette mélancolie? Pourquoi cette tristesse? Comme un manque d'amour, alors que j'étais bien à la base. Voilà, c'est comme ça que la foi est venue toquer à ma porte insidieusement. Voilà, donc à partir de là, j'étais attentif éventuellement à d'autres vocalistes que je n'ai jamais eus. Mais je me suis dit, si ça m'est arrivé une fois, sois vigilant. Si ça t'arrive 2 fois, il y a peut-être un problème. Je restais vigilant. C'est comme ça que c'est venu. Et pourtant, tout à l'heure je le disais, au sein de vos collègues, vous allez vous apercevoir que certains aussi ont vécu des choses étonnantes, ils veulent pas en parler, alors c'est très difficile au départ pour vous de les faire parler, parce que vous entendez en fait des bribes d'infos comme ça. Exactement. On vous dit, va voir un tel, tu devrais discuter avec un tel. Mais tout le monde en fait est assez prudent. Enfin, c'est plus que de la prudence là, c'est de la méfiance même. Oui, c'est de la méfiance, parce que au sein de l'unité, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on ne parle rien de tout ça. Et puis en plus, on est suivi médicalement régulièrement. Le moindre problème, les médecins sont là, et on sait qu'un médecin peut suspendre notre carrière ou que sais-je encore. Donc on va pas étaler des choses qui sont inexplicables, de peur de passer pour un illuminé. Donc on dit rien, mais entre personnes qui avait vécu des petites choses un peu singulières sans explication, on se connectait, on en discutait. Et un jour, j'apprends que un de mes camarades, dont j'ai changé le prénom dans le livre par discrétion, effectue une plongée. Il devait faire une plongée profonde avec d'autres camarades, au-delà de 30 mètres. C'était parti pour une plongée profonde. Et aux alentours des 30 mètres de profondeur, il change de décor, c'est-à-dire d'un monde aquatique, il passe à un monde terrestre avec des fleurs, des arbres, des papillons et des personnes en blanc qui lui disent clairement que c'est pas le moment, qu'il doit repartir d'où il vient. Parallèlement à ça, les camarades témoins parce qu'il a fait un malaise. Il a fait un malaise, il perd connaissance en plongée. Au-delà de 30 mètres, il perd connaissance et il se met à sonder. Et les camarades qui plongent avec lui, voyant qu'il ne réagissait plus aux signes, à rien, et qu'il sondait, l'ont récupéré pour le remonter à la surface. À cet instant, lui vivait quelque chose de magnifique, et les camarades faisaient tout leur possible pour le remonter à la surface. Donc, entre ce que les camarades ont vécu pour le remonter à la surface et lui, ce qu'il a vécu à ce moment précis, ça colle pas. Et venant de sa part, je le prénomme Aurélien dans le livre. Aurélien, c'était quelqu'un, comment dirais-je, connu pour avoir un fort caractère, comme je le dis, il n'impressionnait pas que les voyous. Il était très respecté, il avait de la poigne,
Et quand venant de lui, je me disais toujours si j'aimerais bien lui poser la question, qu'il m'en parle, quoi, discrètement, sans le froisser, sans le brusquer, de peur qu'il me renvoie, qu'il puisse me renvoyer d'un revers de manche. Et un jour, j'ai eu cette opportunité. J'étais très récurrent auprès de lui. À chaque fois, il m'a envoyé balader. Et un jour, il m'a dit écoute, je veux bien t'en parler, mais sous condition que tu en parles à personne et que tu te moques pas de moi. Je lui ai dit non, je veux pas me moquer de toi. Je veux juste essayer de savoir ce que tu as vécu. Vraiment. Et il me raconte ça. Et donc là, je reste vraiment pensif. J'essaie de comprendre comment lui a pu vivre ça, comment il a pu changer d'un monde aquatique à un monde terrestre, comment on change de télé, une chaîne de télé, comment c'est possible. Il me le décrivait avec une spontanéité, une telle précision, et surtout en étant vigilant, est-ce que je me moque pas de lui. Je me suis dit c'est quand même étrange. Et un autre camarade, beaucoup plus tard, lui reçoit un éclat de rocher, c'est-à-dire c'est une ogive qui a tapé sur un corps dur, et un éclat est venu le toucher à la pommette, et il perdait énormément de sang. Et ce même camarade qui était évacué en hélico vers l'hôpital le plus proche, on était à l'entraînement là aussi, et quand il est sorti de l'hôpital, bien évidemment, je voulais savoir s'il avait vécu quelque chose d'étrange ou pas. Et il s'est mis à sourire, il me dit, donc on s'éloigne de l'unité, il m'a dit effectivement, voilà ce que j'ai vécu. Lui avait vécu ce fameux tunnel que tout le monde connaît, cette fameuse lumière, ce bien-être, qu'il n'avait plus de douleur, et quand il a été ranimé, il s'est senti attiré dans son corps alors qu'il ne voulait plus l'intégrer. Et donc, en étant attiré, il me disait que il avait le sentiment d'enfiler une chaussette mouillée et reprendre toutes les douleurs. Voilà. Et je trouvais ça quand même étonnant de personnes différentes où nous sommes tous suivis au groupe psychologiquement, médicalement. On est vraiment et dans l'émission, on est toujours là. Et je trouvais ça incroyable, voilà. Ils ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a plein de témoignages sur ce sujet. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est presque du courant aujourd'hui que chacun témoigne de ça. Donc eux ont vécu ça en étant à l'unité. Mais il fallait surtout pas que ça s'ébruite. Exactement, ça restait entre nous. Voilà, on pouvait pas en parler, mais même au sein entre les camarades, on voulait pas qu'on se moque de nous. Voilà, tout le monde n'est pas ouvert à ça. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous racontez pas que vous priez, que dès que vous trouvez une petite chapelle, alors il y a effectivement, il y a l'histoire de quand vous êtes à Versailles, je crois, quand vous êtes affecté à Versailles, il y a une petite chapelle et vous attendez qu'elle soit fermée pour prier. Pour aller exactement. prier. Jamais je ne racontais ça aux gens qui m'entouraient, même ceux qui étaient témoins de certains faits. À Versailles-Satori, là où se trouve l'unité, il y a une petite chapelle, et quand la chapelle est fermée, à l'entrée à droite, il y a une sorte de petit presbytère qui est toujours ouvert, ou qui était en tout cas toujours ouvert, et où je me réfugiais de temps en temps, je m'agenouillais sur le prie-dieu et je priais. Voilà. C'était devenu pour moi important de prier. Ça prenait gentiment sa place. Mais j'en parlais pas. C'était quelque chose qui était tout à fait personnel, de l'ordre de l'intime. Ça ne regardait personne. Voilà, je le faisais spontanément, et ça me faisait vraiment du bien. Voilà, ça collait aussi avec cette perception que je commençais à avoir sur le côté invisible, plus subtil des choses. Mes camarades ont vécu ça, j'ai vécu ça aussi. Il doit y avoir quelque chose, et pour ce quelque chose, peut-être que ça vaut le coup de prier. Donc voilà, j'ai commencé à prier. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que tu apprennes le Notre Père quand même. Et donc j'ai appris par cœur le Notre Père, et par la suite, j'ai appris par cœur le Je vous salue Marie. Mais je ne connaissais pas tout ça. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place gentiment à des moments donnés, ou des moments où je suis plus ouvert que d'autres. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et cette chapelle, pour moi, a une importance énorme, parce que elle m'a aidé
dans cette voie. Est-ce qu'avec le recul, votre foi vous a guidé sur des affaires notamment très dangereuses que vous avez vécues au sein du GIGN? Est-ce que vous avez fait appel à votre intuition? Alors par exemple, il y a une histoire où vous êtes, où on vous demande, enfin votre brigade est chargée à plusieurs, vous êtes nombreux, d'aller en Belgique récupérer un malfaiteur. Ce qui s'appelle Ah oui, ça Franck. c'est dans mon premier ouvrage. Oui, c'est dans le premier ouvrage. Oui. J'ai un peu mêlé les deux. Oui, Attendez, je mêle un peu les deux. Oui, dans le premier ouvrage, effectivement. Ouais. Vous allez en Belgique et Francis donc, le Belge. C'est Francis, ouais, Francis. Et il faut l'emmener jusqu'à la prison des Baumettes à Marseille, donc de Belgique. Et donc il y a toute une brigade qui est chargée. Vous êtes à plusieurs. Il est dans votre camion, il est avec vous, mais vous vous dites sur la route, il va falloir être hyper vigilant parce que on risque de. Ouais, il y a des risques. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'il y a une histoire, il y a un moment précis, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez l'intuition que là, il y a quelque chose qui va pas? C'est votre intuition ou c'est votre expérience? À ce moment-là, quand on est en mission, quelles que soient les missions, vraiment, il n'y a pas de place pour la foi, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit. Il y a de la place uniquement pour ses sens. Les sens sont exacerbés. L'ouïe, l'odorat, la vue, tout ça, c'est exacerbé. Quand on est en mission, il n'y a de la place que pour ça. Et donc, dans le cas précis, dans ce cas précis, on avait noté lors du trajet quelques anomalies sur la route, des gens qu'on double et qu'on redouble et on double sans arrêt, qui nous doublent et que on retrouve à la station-service là où on fait les pleins, où l'un des passagers de ces voitures qu'on a doublées X fois s'avance vers nous et qu'on bloque volontairement, fermement. Et oui, cet homme qui insiste, qui est très insistant. Avec de l'armement en plein mois de juillet sur un parking de l'autoroute du Sud, autant vous dire que c'est bondé. Et quand on faisait le plein avec ce personnage dans la voiture, on paralysait totalement la station-service et qu'on ne pouvait pas approcher qui que ce soit. Et donc là, c'est plutôt, j'allais dire, l'expérience. C'est plutôt l'instinct, on va dire l'intuition qui nous dit là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose, il faut être vigilant. Et sur les radios, on communique tout de suite. Et donc là, il n'y a pas de place pour la foi, la prière, la demande. On est, entre guillemets, dans l'action. Et là, quand on est dans l'action, on a une façon d'analyser la situation et de réagir qui est complètement différente. On est vraiment dans l'analyse, dans l'essence. On sont en éveil plus. Et si on doit réagir, on doit être prêt. Donc, pas de place pour la prière, pas de place pour la foi, rien de tout ça. Donc, ce qui signifie que au moment où vous exercez, tout ce pan-là de l'invisible et tout disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît totalement. On est dans l'obligation de résultat. On est dans une mission. On est là soit pour préserver des vies, soit pour accompagner, en l'occurrence dans ce cas précis que vous citiez, une personne en toute sécurité d'un point A à un point B. Rien d'autre ne compte. Je vais citer un autre exemple. Et là, on va faire le lien avec l'Algérie parce que vous faisiez partie de cette brigade du GIGN lors de la prise d'otage, de cette fameuse prise d'otage d'un avion Airbus A330 qui a été d'abord pris en otage. Alors c'est le vol Alger-Paris qui est d'abord pris en otage sur le tarmac d'Alger, donc le 24 décembre 1994 par 4 membres du GIA, le groupe islamique armé. On est en pleine décennie noire, c'est les débuts, donc la guerre civile en Algérie. Cette prise d'otage va durer 2 jours. 54 heures exactement. Donc ensuite, l'avion. Donc vous racontez dans votre premier livre, vous racontez en détail vraiment tous les détails de cette prise d'otage, les coulisses aussi, les discussions, les tractations, l'Algérie qui n'est pas finalement, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas lâcher l'avion. Exactement, c'est très compliqué. L'avion qui finalement décolle arrive à Marseille et puis l'assaut. Voilà, l'assaut. À ce moment-là, déjà avant, alors j'imagine, on est en 94, vous avez la foi, vous priez, bien sûr.
Bien sûr. Alors, c'est énorme ce qui se passe parce que vous avez tous peur, vous racontez. Bah bien sûr, bien sûr. Peur. On sait très bien que si on doit mener l'assaut, on laissera, comme on dit, on y laissera des plumes, en tout cas certains camarades. On le sait puisqu'on va intervenir dans un tube en fait où la seule protection est la protection individuelle et que rien ne peut arrêter des projectiles, des balles de guerre à travers une carlingue d'avion ou des fauteuils et qu'on va se retrouver face à des adversaires qui convaincus, déterminés, qui sont prêts à aller au bout. Donc on le sait, donc on l'a, et quelques secondes avant le top action, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est est-ce que j'ai dit à mon épouse, mon enfant ou mes parents que je les aimais. Ça, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé quelques secondes avant, même si les camarades ont se serré la main en disant on espère se revoir après. Mais il y a une seconde juste avant le top action de me dire j'espère qu'ils savent que je les aimais. C'est la seule chose. Une fois que l'assaut est lancé et donné et on est allé jusqu'au bout, la seule fois, j'ai envie de dire, où la foi est venue à moi, c'est dans l'avion retour. C'est-à-dire que quand le ministre à l'époque, Léotard, le ministre de la Défense à l'époque, est venu à Marseille nous serrer la main, je vous passe les détails, remercier de l'action, d'avoir sauvé 172 passagers. Nous sommes tous repartis, passagers, Philippe Léotard et nous, dans le même avion sur Paris. Et pendant le vol, nous étions avec les otages, et la seule fois où j'ai senti quelque chose de connecté, c'est quand un monsieur, un vieil Algérien avec les yeux un peu délavés, qui était dans l'allée de l'avion qui nous ramenait à Paris et nous serrait dans les bras et m'a serré également dans les bras, et que je voyais son regard dans le mien et qui me disait dans un français plus ou moins correct, bancal, merci. Et là, dans le merci, je sentais tellement d'amour. C'est la seule fois où là, j'ai eu comme une petite ampoule en disant tu vois ce que tu ressens, voilà, c'est la seule fois. Après, il est allé saluer les autres camarades et la vie a continué. Mais c'est le seul moment où j'ai ressenti quelque chose qui était de l'ordre de l'impalpable. Donc, durant toute votre carrière, finalement, il y a eu la foi, si je comprends bien, d'un côté, et puis toutes ces missions menées de manière plus que professionnelle, en fait, cadrée. Très cadré. On n'a pas la place pour ça. La foi au sein de l'unité, c'est en marge des missions, soit en petits groupes, en vase clos, entre camarades ouverts à ces discussions, lors d'un déjeuner, d'un dîner, d'une sortie, on en discute. Mais quand on est au groupe, quand on est en exercice, à l'entraînement ou en intervention, il n'y a pas du tout la place pour ça. Et d'un côté, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on pourrait commettre des impairs et ne pas être suffisamment attentif à la situation, heureusement. Bah, des fois, l'intuition, elle sait aussi. Oui, on appelle ça l'expérience, l'instinct qui nous dit « passe pas par là, passe plutôt par là ». Parce que voilà, j'ai reçu Robert Martin, que vous connaissez très bien, qui est venu nous présenter son roman « Flic guérisseur », si je me souviens bien du titre. Exactement. Et lui, quand il raconte certaines de ses histoires, justement, des enquêtes et tout, il parle de cette intuition. L'intuition, bien sûr, mais ça... Qui l'a aidé à résoudre... Exactement, alors on peut mettre ça sous l'expérience. Moi, je mettrais ça, c'est mon côté rationnel, sous le chapeau de l'expérience. Avec le temps, on se dit, je le sens pas ici, on va passer plutôt à droite qu'à gauche, on va passer par la fenêtre plutôt que par la porte. Je vais mettre ça sous le dos de l'expérience. La petite voix, écouter son cœur, voilà, on va dire ça, écouter son cœur. Bien que le cœur, aujourd'hui, je sais qu'il a un rôle essentiel dans la connexion au divin. Donc, à vous de percevoir ce qu'il y a à apprendre, mais écoutez son cœur. Hein. J'ai envie de dire, le cerveau connaît, mais le cœur sait. Et c'est une grande différence. Alors, vous faites la distinction entre la foi et la religion. Oui.
Oui, tout à Pour fait. vous, c'est important. C'est très important. Mon livre ne traite à aucun moment de la religion. Mon livre ne dit à aucun moment ce en quoi il faut croire ou ne pas croire. Non, je parle de foi. Pourquoi? Parce que pour moi, la religion est faite par des hommes pour des hommes. Chaque religion a une part de l'enseignement pour des motivations diverses et variées. Pour moi, la religion divise les hommes. La religion, pour moi, est souvent une question de zone géographique aussi. Tout ça mélangé, je me suis aperçu aujourd'hui, et à travers surtout ce que j'ai vécu, de ce que j'appelle la divine connexion, je me suis aperçu que la religion divisait, alors que la foi unit. Ça n'a rien à voir. La religion divise et la foi unit. Que l'on soit, quelle que soit sa confession, c'est la foi qui est le ciment dans tout. Les religions sont là pour diviser. Comme je dis souvent, je pars du principe qu'il y a autant de religions sur Terre que de branches sur un arbre. Mais toutes les branches ont le même tronc. Chacune de ces branches se revendique de quelque chose, d'un enseignement particulier, d'un savoir particulier, mais en fait, toutes ces branches, elles ont le même tronc. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui a de la valeur plus que tout pour moi aujourd'hui, c'est ce fameux tronc. Parce que, à travers ce que j'ai vécu, je me suis aperçu qu'en fait, Dieu n'a pas de religion. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu n'a pas de religion, mais pas du tout. Je sais qu'il aime que cette conscience, on va dire ça comme ça, parce que pour moi, Dieu n'est pas une personne physique. C'est une conscience intelligente, une intelligence suprême, une conscience vivante, qui a la capacité de parler, qui a cette capacité de vous connaître jusque dans le plus petit détail, jusqu'au noyau. J'ai eu la chance de le vivre. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une conviction. Pour moi, Dieu n'a pas de religion, en fait. Il nous aime tous aussi intensément, qui que nous soyons. Il nous aime tous de la même façon. Quelle que soit votre couleur de peau, votre confession, j'ai envie de dire, c'est pas son problème. Son problème, c'est vous. C'est vous parce que vous êtes une partie de cette conscience. C'est très touchant. Et pourtant, vous avez... alors vous dites, la foi et la religion, il faut en faire la distinction. La religion est là pour diviser les hommes. Vous avez aussi de belles histoires, de belles rencontres avec des hommes d'église. Oui, tout à fait. Tout à Parce fait. que vous avez demandé, vous avez reçu. Tout à fait. À 2 reprises dans ma vie. Je vivais des épreuves comme tout le monde peut en vivre. Hein. Et une première fois, j'ai demandé dans mes prières à rencontrer un prêtre. J'étais au GIGN à cette époque-là. Et le lendemain matin, à Versailles à Versailles, et le lendemain matin, alors que je garde mon véhicule de fonction, mon véhicule de service, je fais un créneau. Une personne devant moi fait une grande enjambée pour éviter le pare-choc de ma voiture. Et ce monsieur m'attend, je sors la voiture et il me dit « Je suis désolé, je vous ai embêté pour stationner ». Je lui dis « Non, c'est pas grave ». Et il se présente à moi, un aumônier. Alors que j'avais demandé dans mes prières la veille de rencontrer un prêtre, se présente à moi un aumônier. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable parce que je demande, et il est devant mon pare-choc le lendemain matin, donc je lui dis, est-ce que vous avez un instant, on peut partager un café? J'ai besoin de vous expliquer ce que je vis et avoir votre retour. Et donc, il accepte volontiers, j'échange avec lui, on se serre la main, je le remercie, vraiment, je le remercie d'avoir croisé sa route. Et le soir, je fais des cours dans un centre commercial à côté de Versailles, un grand centre commercial, et je retrouve qui? L'aumônier, dans la même allée, avec son chariot. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Je l'ai demandé hier, je l'ai ce matin, je l'ai ce soir. Et cet aumônier m'avait dit, vous voyez, quand vous demandez, vous recevrez. Et je dis, oui, c'est incroyable. Et donc, on s'est serré la main le soir. Ça, c'était une première fois. Et une deuxième fois, j'étais à la retraite. Je vivais un moment difficile, hein. Je travaillais pour un gros groupe industriel français et mes fonctions m'obligeaient à aller au Cameroun et pour suivre des procédures au Cameroun avec des avocats camerounais.
Et vraiment, j'avais pas le cœur pour y aller, et j'étais sur le point d'annuler mon voyage avec les risques que ça comportait au sein du secteur privé, peut-être me retrouver dehors. Mais j'étais vraiment très très mal, et dans le taxi qui m'emmène à Roissy, je demandais vraiment, Seigneur, fais-moi un signe. J'aimerais rencontrer un prêtre pour lui dire ce que j'ai sur le cœur, pour qu'il m'apporte son éclairage en fait. Parce que j'ai plus envie de partir, j'ai envie d'abandonner tout. Rentrer chez moi et démissionner, enfin j'étais vraiment pas bien, et le chauffeur m'amène jusqu'à Roissy, je suis dans le hall de Roissy, j'ai pas de réponse, pas rien, je m'approche du comptoir, en moi-même je dis mais d'habitude tu me rends une réponse, mais j'ai rien cette quoi. Scène, elle est incroyable, parce que vous attendez, vous êtes là devant le comptoir, mais alors qu'est-ce que je fais en fait? Et je donne ma carte d'identité, l'hôtesse me donne ma carte d'embarquement, paf, c'est loupé, je rentre dans la salle d'embarquement, je vais même pas au salon affaires parce que je voyage en classe affaires avec cette entreprise, et je suis mais défait, pas bien. L'embarquement est annoncé, j'arrive dans l'avion, l'hôtesse me prend mon billet, m'indique mon fauteuil, j'arrive dans la cabine, il y avait quelques passagers, quelques fauteuils de libre, je me retrouve à côté d'un monsieur de 70 ans, il était en train de lire un livre sur ses genoux. Je le remarque parce qu'il a une grosse chevalière à l'auriculaire, et je me dis, mais se balader dans Paris avec cette chevalière sur le doigt, c'est juste bon à se faire sectionner le doigt, moi. Hein. Je raisonne toujours, et donc je mets mon bagage dans le réceptacle, quoi, qui servait à ça, et je m'assois à côté de lui, il est là, je lui dis bonjour, il me dit bonjour, sans plus, il continue à lire, je le dérange pas, et juste après le décollage, ou avant, je crois, l'hôtesse arrive avec son plateau, jus d'orange, verre d'eau, champagne, et donc elle tend la main à la personne plus âgée, le plateau à la personne plus âgée, et ce monsieur se tourne vers l'hôtesse pour prendre son verre d'eau, et au moment où il se tourne, je vois le col romain. Je dis, c'est incroyable. Et je me dis instantanément, j'ai demandé à voir un prêtre, mais il est à côté de moi, assis dans l'avion, alors que j'ai des fauteuils de libre. Comment c'est possible? Alors on va dire que c'est une synchronicité, mais une synchronicité qui vous amène les réponses aux questions que vous vous posez, c'est quand même incroyable. Et c'est pas qu'un prêtre en plus. Et puis c'est pas qu'un prêtre, parce que voyant ça, je lui demande, je lui dis excusez-moi j'espère ne pas vous importuner, est-ce que vous êtes un prêtre? Il me regarde avec un accent italien, il me dit je suis le cardinal Raviez, ministre de la Santé du Vatican. Je demande à un prêtre, j'ai un cardinal à mes côtés, ministre de la Santé du Vatican. Là, je tombe des nues. Et il me regarde, et donc je lui dis, écoutez, est-ce que je peux... J'ai déjà demandé à voir un prêtre dans mes prières. Vous êtes à mes côtés, est-ce que je peux vous parler? Il me dit, on a tant d'heures de vol, je vous écoute. J'ai l'impression d'être en confession. Et donc je lui explique mon problème, et lui m'apporte des réponses. Il aurait pu très bien me dire, non, je vois pas ce que je peux vous apporter. Non, il m'apporte des réponses. Et je trouve ça extraordinaire. Le voyage aller se passe très très bien. Je fais mon travail dans le pays, au Cameroun. 5 jours après, je prends l'avion pour retourner sur Paris. Je monte dans l'avion. Je me retrouve de nouveau assis à côté du cardinal. Et là, c'est quand j'arrive que je vois c'est mon fauteuil voisin. Même lui, il tombe des nues. Et je regarde, je dis, c'est incroyable. Et il me dit, vous voyez, Dieu sait être généreux. Ah, je dis oui, j'en demandais pas autant. Un cardinal, je sais même pas comment l'appeler, monseigneur, je sais plus. Et il me dit, le Seigneur sait être généreux. Ben, je dis oui, je vous ai à l'aller, je vous ai un retour. Et au-delà de ça, c'est que il m'invite, mon épouse et moi, il nous invite à une ordination à Rome quelques semaines plus tard, dans le carré VIP de l'église, où lui est le récipiendaire, et il nous invite. Et c'est là que je me dis, c'est quand même incroyable, synchronicité une fois, mais 2 fois, la cabine n'est pas complète, où on m'apporte les réponses, et qu'en plus il nous invite à Rome, c'est quand même incroyable. Personne ne peut avoir de la chance plusieurs fois. C'est dingue. Et c'est là que je me dis, je remercie le Seigneur. Merci Seigneur, parce que non seulement
j'ai envie de dire, il a répondu à ma prière, parce que c'est une prière, quand je prie, c'est vraiment parce que je ne peux plus, je suis au bout du bout, et je prie vraiment avec mes émotions. J'ai même aujourd'hui la sensation que on nous entend, on entend plus nos émotions que notre raison. Et aujourd'hui, quand je prie, vraiment j'y mets mon cœur. Et d'ailleurs, l'aumônier que j'avais vu à Versailles une première fois, il m'avait dit, mais c'est simple, hein, il me dit, c'est partout dans les églises, vous pouvez lui parler. Mais je dis, comment c'est partout dans les églises? Il me dit, regardez, la plupart des tableaux avec les saints, ils vous montrent le cœur et le chemin du ciel. Ils vous donnent le téléphone. Parlez avec votre cœur. Et du coup, le raccourci, je me dis, eh oui, pourquoi pas? Pourquoi le cœur ne serait pas finalement le téléphone pour communiquer avec ce monde plus subtil? Donc dans mes prières, quand j'ai de la peine, vraiment, je vis ma peine. Quand je remercie vraiment avec le cœur. C'est ça. Est-ce que ces événements vous ont réconcilié avec la religion? Moi, c'est vraiment, je fais une distinction entre religion et foi. Et pourtant, je vais à l'église, oui. Je vais à l'église parce que c'est la maison, c'est là où la foi réside. Donc je vais à l'église pour être en connexion avec cette foi. Mais la foi est partout, non? La foi est partout, mais je fais très attention à ce qu'on nous distille en enseignement. Pour moi, tout n'est pas forcément très juste. Tout n'est pas forcément vérifié. Il y a beaucoup de bouche-oreille. Je ne comprends pas pourquoi, dans la religion, la place de la femme n'est pas là, alors que la Vierge a une place importante dans la religion. Pourquoi? On en parle très peu. Pourquoi? La question que je me suis posée, on ne sait même pas comment est morte la Vierge. On va vous dire, elle a disparu, elle est montée au ciel. Oui. Mais il y a des choses que j'ai du mal à percevoir ou à comprendre dans l'enseignement religieux. J'ai l'impression que la religion est faite par des hommes pour des hommes, est faite aussi uniquement par des hommes et très peu de femmes. Alors que la femme, à travers la Vierge, a une place, mais extrêmement importante dans l'absolu, dans l'histoire catholique. Et j'ai pas le sentiment que cette place, elle occupe cette place. C'est pour ça. Et puis je vois aussi que la religion, je vois toutes ces guerres, souvent fondées sur des principes religieux. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que pour moi, la religion n'a rien à voir avec la foi. La religion, je maintiens, j'en suis convaincu, la religion divise, alors que la foi unit. Restons dans la foi. La foi, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour à l'état pur. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien. La religion, on trouve l'enjeu, on trouve l'ego, on trouve des travers humains. C'est deux choses distinctes pour moi. Est-ce que vous en avez pris conscience de cette foi qui unit les hommes, qui nous unit, au moment où vous avez cette chose incroyable qui vous arrive à l'île Maurice? Oui. Est-ce que c'est ce moment-là précis, ou déjà avant, vous sentiez bien que la religion, finalement, il y a des carcans dans la religion? Oui, effectivement. Avant, je pressentais ça déjà. Hein. Je pressentais ça, j'avais des doutes. Mais l'expérience que j'ai vécue à l'île Maurice, cette expérience physique que je vis, là, m'a convaincu que Dieu n'avait pas de religion. D'abord parce que ça m'arrive dans un temple hindou. Ça ne m'arrive pas dans une église. Rien que là, déjà. Et quand ça m'arrive, je suis à 1000 lieues de m'attendre à ça, puisque je suis à l'hôtel, sur la plage, en train de lire un livre sous un soleil
bénéfique, j'ai envie de dire. Et mon épouse est partie aider une famille mauricienne comme elle a l'habitude de faire. Elle soigne les enfants, elle aide du mieux possible. Parfois, elle amène une enveloppe pour aider à réparer un toit, quelque chose comme ça. Et ce jour-là, elle est dans cette famille et moi, je suis sur le sable, tranquille. Et elle vient me voir, elle devait passer la journée, elle vient me voir en début d'après-midi, elle me dit « Jean-Luc, je viens de voir, la famille, pour me remercier, souhaite que l'on assiste à l'arrivée du défilé, un défilé de fête indienne, c'est le défilé du Kavadi, c'est une fête indienne, où les hindous tirent des chars fleuris avec des dieux mi-homme, mi-animal, où les hommes se meurtrient, hein, vraiment, la peau en se mettant des hameçons, tirant des charges. Enfin, c'est assez terrible à voir. On va marcher sur le feu, enfin des trucs assez étranges. Et moi, je suis sur ça, elle me dit, voilà, ce défilé va arriver dans cette famille parce que cette famille a un terrain sur lequel est érigé un temple. Ben, je me dis, attends, est-ce que j'ai le temps de me changer? Parce que là, je suis en short de bain, couvert de protection solaire. Elle me dit, écoute, il y a le taxi qui nous attend, le défilé va arriver d'un instant à l'autre. Ben, je dis, alors, je vais comme ça, alors. Elle me dit, viens et on verra sur place. Donc, je me mets j'enfile mon t-shirt et je pars avec mon petit sac, ma serviette, mon téléphone dedans pour prendre des photos. Et j'arrive dans cette famille et le prêtre, le compagnon de Sarouja, vient voir sa femme devant nous et nous dit le défilé a 30 minutes de retard. Et donc, pas de problème, hein, 30 minutes de retard, moi, déjà je suis pas prévu, on est là, on va attendre. Et cette dame nous dit, à mon épouse et moi, est-ce que vous voulez voir notre Dieu? Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a autant de religions que de branches sur un arbre, elles ont toutes le même tronc, pas de problème. Allons voir, entre guillemets, ce tronc. Et mais je lui dis simplement, je lui dis, écoutez, je suis peut-être pas en tenue pour entrer dans votre temple, voilà. Et elle me dit, c'est pas grave, il faut juste se déchausser. Bon, rien de compliqué que d'enlever une paire de tongs. Allons-y, alors, allons-y. Et on fait 30-40 mètres de chez elle, le temple est là, je me déchausse et je monte les marches pour arriver dans le temple avec mon épouse et la dame. Et au moment où je rentre dans le temple, là, je suis traversé par quelque chose de vivant, quelque chose comme un fluide, comme une énergie, c'est de l'ordre de l'impalpable, mais bien vivant, ça me traverse des cheveux aux orteils en continu, et là je me mets à pleurer instantanément. Mais je pleure à chaudes larmes, et je me dis, mais pourquoi je pleure? Là je me pose des questions, je me dis, mais pourquoi je pleure? Et mon épouse à côté me voit changer d'état et elle me dit, je l'entends, elle me dit, ça va Jean-Luc? Je l'entends mais je peux pas lui parler. La dame, ça va monsieur? Je l'entends. Mais même chose, je ne peux pas lui répondre. Je suis en pleurs, j'essaie de comprendre ce qui m'arrive. Je sens que quelque chose me traverse une statue qui est en face, me traverse de part en part et en même temps que je pleure, où je me pose la question de savoir mais pourquoi je pleure, je n'arrive pas à m'arrêter. J'entends mes cellules en moi piailler, pétiller de joie. J'entends mes cellules dans les cheveux, dans les orteils piailler, et je réalise que j'ai des milliards de cellules en moi. Et en même temps, je me dis mais elles communiquent entre elles. Et parce que je reste quand même rationnel. Je pleure et je me dis mais mes cellules ont la capacité de communiquer entre elles, puisqu'elles interréagissent entre elles. Et là, je me dis, donc, elles ont cette intelligence, je comprends rien sur ce qui se dit, ça piaille, je ressemble un peu comme un verre de champagne avec plein de bulles, ça pétille de partout, même dans mes cheveux, et ces cellules sont en joie pendant que cette chose me traverse. Et quand ce fluide me traverse, j'entends 3 phrases. C'est pas une voix d'homme, c'est pas une voix de femme, encore une fois, c'est une voix qui me dit « Je te dis pas que je t'aime, je te montre combien je t'aime, et je t'aime comme tu es. » Et là, je me pose la question, je dis « Comment on peut m'aimer alors que j'ai commis des erreurs dans ma vie ?»
j'ai pas tout fait blanc, j'étais pas forcément comme il fallait, j'ai dû blesser, et comment cette voix me dit, je te montre combien je t'aime et je t'aime comme tu es, comment c'est possible? Parce que cette voix m'aimait d'un amour vivant. C'est comme si je pouvais manger cet amour comme un morceau de pain. Il me nourrissait, cet amour. Je n'avais plus de besoins primaires, plus faim, plus soif. Je n'avais plus ces besoins, j'étais nourri. Et cette chose qui me traversait m'aimait jusqu'au noyau de mes cellules, aussi fort que je l'étais complètement. Il aimait chacun de mes organes aussi fort. Il m'aimait, et quand j'entends « je te montre combien je t'aime », c'est une démonstration. Et là, je me dis, comment c'est possible de m'aimer autant avec mes loupés? Parce que je reste pas moins un homme, avec mes colères, avec mes travers, avec mes impatiences. Il continue à m'aimer autant. Et ça, c'est terrible, parce que ce que je ressens à ce moment-là, c'est tellement bienveillant, c'est tellement enveloppant, que en parallèle, je me dis, Jean-Luc, tu n'es pas à la hauteur de ça, finalement. C'est comme si je m'en voulais d'avoir quelque part trahi cet amour. Et ça, c'est terrible, parce que je reçois que de l'amour à ce moment-là. Et je me sens pas du tout à la hauteur, et il continue de me dire, je t'aime comme tu es. Et là, je me suis vu comme une goutte d'eau, une goutte faite uniquement d'amour. Et comme si cette goutte provenait d'un océan d'amour, qui était cette chose qui me traversait, cette conscience. Cette conscience, comme si cette conscience était un océan d'amour, et que cette goutte d'eau provenait de cet océan, et il retournera, et se diluera dans cet océan d'amour. Je faisais partie d'un tout. Là, je comprends qu'on vient tous de ce même tout. On vient tous de ce berceau. Je comprends que cet océan d'amour, une partie, j'en fais partie. Je comprends que tous ceux qui m'entourent en font partie, vous en faites partie. Je comprends que ce que je suis en train de vivre n'est pas juste pour Jean-Luc, mais c'est pareil pour chacun d'entre nous, pour les 7 milliards de gens sur cette planète. On vient du même tout, et qu'on nous demande qu'une seule chose, c'est d'aimer. Le reste, c'est futilité, c'est de l'ego, c'est du pouvoir, c'est du matérialisme, mais c'est pas ce qu'il demande, c'est pas ce que demande cette conscience qui m'a traversé. Elle demande simplement d'aimer, de réaliser, de prendre conscience qui nous sommes réellement, et qu'on est là, ici, bas, pour expérimenter. On est là, on est dans une grande école peuplée d'enfants turbulents, voire même très turbulents. Mais on est là pour tirer des enseignements. C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai compris. C'est une évidence pour moi. C'est une évidence. On vient tous de la même source, du même berceau, quelle que soit votre couleur ou votre confession, quelles que soient les institutions, ça n'a plus de place. Ça n'a plus de place. On vient tous, on est tous, les uns et les autres, une partie de cette conscience. C'est ça que j'ai eu la chance de découvrir. Et aujourd'hui, ce qui m'a traversé a laissé une empreinte en moi. J'ai beau toujours me raisonner, dès que j'en parle, ça vibre en moi. Et c'est pas évident. Donc, et puis ça s'est arrêté brutalement, selon la dame et mon épouse, au bout de 5-6 minutes. Ça s'est arrêté brutalement comme on éteint la lumière d'une pièce. C'est net, c'est brutal. Je me suis arrêté de pleurer brutalement. Et là, j'étais comme KO debout. Parce que j'essayais de comprendre ce que je venais de vivre, d'où pouvait provenir cet amour, qui n'existe pas, hein.
sur Terre, on va dire ça comme ça. Parce que ce que j'ai vécu, alors je ne veux pas blesser vos internautes ou qui que ce soit, même dans mon ouvrage je le dis, je ne veux blesser personne, mais l'amour que j'ai vécu n'a rien à voir avec l'amour que l'on porte à ses enfants, à sa compagne, à son mari, à son époux, ça n'a rien à voir. C'est petit cet amour que nous vivons sur Terre. Ce que j'ai vécu, c'est hors dimension. Vous savez, Jean-Luc, bon déjà, c'est très difficile pour moi d'enchaîner. Et c'est la première fois que j'ai un témoignage aussi bouleversant. Généralement, mes invités sont toujours sincères, mais là, c'est au-delà de ça. Et bien sûr, mon métier, c'est de rester neutre, mais Oui, les spectateurs qui me suivent savent très bien comment je suis. Ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'ici, dans ce studio, il y a toujours des choses extraordinaires qui se déroulent et que je laisse justement la parole, cette liberté aussi de s'exprimer. Est-ce que vous êtes en train de décrire? D'abord, vous avez dit c'est un amour qu'on ne peut pas décrire effectivement parce que c'est un amour certainement incommensurable que vous avez reçu. Et vous, voilà, quand vous parlez de foi et de religion, bah finalement Dieu, il a pas de couleur, il a pas d'odeur, il a pas et il aime tous ses enfants. Exactement, c'est exactement ça. Et il y a aussi dans ce discours-là, au-delà de votre émotion qui est encore palpable. Bah oui, hein, mais je suis désolé. Il y a ce message d'union. Et moi, je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que ça correspond avec ce que j'essaye de transmettre aussi. C'est que tout ceci est une vaste pièce de théâtre. Et que si on ne devait retenir qu'un mot, ce serait l'amour. Uniquement. Alors, c'est pas être dans un monde de bisounours, non. Mais vous l'avez vraiment exprimé. Et bien sûr, nous, on n'a pas vécu ce que vous avez vécu, ce phénomène-là, de recevoir cet amour et de ressentir chacune des cellules de votre corps. Ah oui, c'est extraordinaire. Et j'ai déjà entendu des témoignages d'autres personnes. Et puis il n'y a pas que ça aussi, parce que vous avez aussi un autre témoignage avec le Christ aussi. Oui. Alors moi, je laisse effectivement le choix à chacun de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est aussi cette liberté qu'on a. Chacun est libre. Voilà. Mais en même temps, moi, j'ai envie d'y croire. Écoutez, moi, j'en suis convaincu, donc moi, ça me pose pas de problème. Mais comme je l'écris dans mon ouvrage, hein, je n'oblige personne à croire en quoi que ce soit. Chacun a des idées. Peut-être que pour certains, ça va les interpeller. Pour d'autres, ils vont banaliser ça, coïncidence, que sais-je, peu importe. J'ai envie de dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je relate ce que j'ai vécu pendant une tranche de vie, en fait. Et au bout d'un moment, quand les coïncidences se succèdent, sans avoir de cause rationnelle, c'est être rationnel que de se dire il y a autre chose. Parce que les faits sont là. Si on n'arrive pas à expliquer les faits, alors qu'il y a des faits, c'est être rationnel de se dire il y a autre chose. Voilà, mon livre, c'est de dire il y a autre chose. Autre chose. Prenez ce que vous avez à prendre, ne prenez rien. Si vous ne prenez rien, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas grave. Ça ne changera rien de ce que cette conscience, de cette intelligence suprême a pour vous. Ça ne change rien. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et ces choses-là sont aussi importantes, sinon plus importantes, que ce que l'on vit tous au quotidien. Plus importantes que les enjeux, plus importantes que l'ego, plus importantes que la réussite professionnelle ou autre, plus importantes que le pouvoir que l'on veut assouvir ou imposer. Tout ça, on se perd et on distille la peur. Non. Pour moi, revenir à l'essentiel. C'est pas facile, hein. Il m'arrive toujours de douter. Toujours de trouver une explication. Mais, quand je trouve pas de raison, ni d'explication, mais qu'est-ce qui reste?
qu'est-ce qui reste? Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut appeler un chat un chat. Il n'y a pas d'explication. Il ne faut pas avoir peur de dire, il y a autre chose. Alors, il y a autre chose, il y a la vie, Oui. mais il y a aussi la mort, qui n'est pas une fin en soi. Non. Alors, j'ai envie qu'on termine sur 2 anecdotes. La première, ça concerne les BD. Donc, vous Oui. avez été les 2 BD dont vous avez été le Scénariste et dialoguiste. Et qui concernent le GIGN. Oui. Alors, je ne sais pas si les 2 sont en hommage à vos... La deuxième. La deuxième, qui est en hommage à deux Tonio camarades. Et Eric. Eric, effectivement. Effectivement, j'ai une expérience aussi que je vois là dans le livre. Tout à fait, je le vois très bien. Parce que la maison d'édition vous demande absolument de valider là... oui, maintenant, parce que je dois signer le bon à tirer. Voilà, et valider les planches. De valider les planches. On est à la veille de l'envoi des planches chez l'imprimeur, et à 20h, l'éditeur me dit, ça y est, c'est fait, les corrections, il faut que tu les valides, il faut signer le BAT pour que les BD partent à l'impression demain. Et donc, je me mets chez moi, mon épouse va qu'à ses occupations, et je défile les planches sur mon ordinateur. C'est le soir, la télévision, c'est le journal de 20h. Donc voilà, un éclairage classique comme chez Monsieur Tout-le-Monde. Et là, je valide la BD BD qui rend hommage à mes 2 camarades perdus en exercice de plongée au large d'Aguet. Et je regarde, je lis. Et là, à un moment donné, panne de courant. Alors panne de courant, tout s'éteint sauf mon ordinateur et sauf la télévision. Donc mon premier réflexe c'était de dire à mon épouse, tu fais quoi, t'es où, t'as touché quelque chose? Elle me dit non, pas du tout, j'ai rien fait, je suis simplement, j'ouvre la porte du placard. Voilà, je dis c'est pas possible. Et donc et puis quelques secondes plus tard, pouf, la lumière revient. Ok, donc je continue. Et une deuxième fois, pouf, de nouveau coupure de courant, sauf la télé, mon ordinateur. Et là, je me lève, je dis, c'est pas normal. Premier réflexe, mon épouse vient me voir en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde à l'extérieur, voir si dans la résidence, c'est une panne de courant général. Non, tous les appartements sont allumés. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, c'est que non. Alors, donc, le réflexe, aller voir le disjoncteur, voir s'il y a, ou les fusibles. Et au moment où j'arrive au disjoncteur, les fusibles, pouf, ça revient. Donc, là, avec mon épouse, on se regarde, c'est ça, il y a quand même un problème. Il va falloir faire vérifier. Je m'en mets derrière l'ordinateur. Mon épouse continue dans ses occupations. Et là, le lustre qui est au-dessus de la table sur laquelle je suis installé, se met à crépiter. Donc, des variations de lumière, clac, 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 ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça crépite, ça crépite. Et là, mon épouse arrive, elle me dit, il y a un souci. Et puis, instantanément, je pense à Tonio et Eric. Je travaille sur la BD où je leur rends hommage. Et je pense, et ce qui a été amusant, c'est que mon épouse et moi, on a eu la même réflexion au même moment, Tonio et Eric. Et je dis à voix haute, je dis, écoutez, Tonio et Eric, si c'est vous, sachez que cette BD est faite en votre honneur, en mémoire de ce que vous avez été. À l'unité et aussi pour moi, Tonio, c'était mon meilleur ami. Et là, le lustre arrête de crépiter. Arrête de crépiter. Tout fonctionne. Et là, en exprimant comme ça, un brûle pour point, ce que je venais de dire, tout s'arrête. Mon épouse et moi, on est stupéfaits quand même, parce qu'on s'est dit, si c'est ça, c'est incroyable. Et donc, la soirée se passe, je fais la correction et j'envoie le BAT, j'envoie tout fonctionne normalement. N'empêche que le lendemain, j'appelle un technicien EDF pour vérifier. Donc il vient vérifier, tout est normal. Et donc là, je me dis, et si c'était effectivement un clin d'œil de Tonio et d'Eric, ou de l'un ou de l'autre, ils doivent savoir qu'une BD va sortir en leur mémoire. J'étais à la fois content, d'une, parce qu'il n'y avait plus de problème électrique, et deux, si c'était eux, j'étais ravi. Mais je me suis dit aussi parallèlement, c'est incroyable, parce que là où j'habite aujourd'hui, ils ne le savent pas, parce qu'ils sont décédés bien avant mon déménagement. Donc ça veut dire aussi que, dans un monde peut-être plus subtil, si tant est qu'il existe, ils sont au courant de tout.
Donc, Il c'était... n'y a plus de frontières, normalement. Il n'y a plus de frontières. Normalement, c'est ce plus qu'on de nous dit. distance, voilà. Il n'y a plus rien. Donc, Il voilà. n'y a plus d'adresse non plus. Plus d'adresse, il n'y a plus rien. Et donc, j'aime à croire, j'ai eu ce petit clin d'œil parce que à partir du moment où j'ai dit à voix haute que c'était pour eux, tout fonctionnait normalement. Voilà. Qui sait? Qui sait? Voilà. On va laisser. J'aime bien me dire que c'est fort possible. Et j'aimerais qu'on termine avec votre papa. Pourquoi votre papa? Parce que vous avez toujours raconté qu'il était agnostique. Oui, c'est vrai. Et puis arrive ce jour où il commence à tomber malade, vous êtes près de lui, vous allez à son chevet. Et puis sur la fin de sa vie, donc il est hospitalisé, et puis il se passe deux choses en réalité incroyables. Tout à fait. C'est la mort de votre oncle, donc son frère. Exact. Que vous n'osez pas lui annoncer parce qu'il est, il est à l'hôpital, il est pas bien, donc. Ouais. Et puis après, ce même jour, après 2 mois plus tard, le jour de son départ, à 48 heures près, il m'annonce aussi autre chose. C'est-à-dire que je suis chargé d'annoncer le décès de son frère, José. Lequel frère, tout petit, c'est lui qui lui racontait des histoires, qui le faisait rire. C'était son frère. Au-delà du frère de cœur, c'était son frère. Et son frère était atteint d'une maladie, une pathologie aussi lourde que celle de mon père, mais en Alsace, à 900 km de la clinique où se trouvait mon père, en Normandie. Mon père ne voulait pas de télévision ni de téléphone dans sa chambre, il n'avait rien, il n'avait même plus la force d'ailleurs de tourner des pages d'un livre ou d'un magazine, donc il était là et je suis chargé de lui dire que son frère était mort durant la nuit. Et je savais que annoncer ça à mon père hospitalisé, c'était un moment difficile, délicat. Je vais d'abord voir le médecin le samedi matin pour lui dire que je dois annoncer, est-ce que je peux annoncer cette mauvaise nouvelle à mon père, étant donné son état. Et le médecin me dit, il faut pas lui mentir, il faut lui dire, voilà, et c'est des choses qu'il connaît forcément, et si vous êtes là, bon, dites-lui. Moi, je rentre, j'étais pas du tout très à l'aise. Je rentre dans la chambre, je me mets au pied du lit, il dort. Moi, je regarde l'extérieur par les fenêtres, il faisait beau. Et j'essayais de réfléchir comment j'allais pouvoir lui annoncer le décès de son frère qui a eu lieu la nuit. Comment j'allais pouvoir lui éviter de la souffrance, rajouter de la souffrance à sa souffrance. Je me dis comment je vais faire. Je me disais je vais essayer au moins de réduire sa souffrance parce que souffrance il y aura. Donc comment faire? Et à un moment donné, je cherche et à un moment donné il se réveille. Et il me regarde, il me dit tu es là? Et je dis oui. Je lui dis je viens d'arriver, ce qui était faux. Ça faisait un petit moment que j'étais là. Mais je savais pas comment faire, je n'osais même pas le réveiller, de peur d'affronter le moment. Et la première des choses qu'il me dit, comment va José? Et là, je m'attendais pas du tout à cette question. Je lui dis, José, et il me dit, il est parti. Et je lui dis, oui, il est parti. Et là, il s'effondre en larmes, il se cache le visage avec ses mains, par pudeur, mais son corps subit les soubresauts des sanglots, je vois, il s'effondre et je me dis comment je peux faire pour lui enlever cette peine, c'est impossible. Impossible, je ne peux qu'attendre, être présent. Donc je suis à ses pieds et j'attends qu'il se calme, il pleure, il se calme. Et je dis papa, je lui dis comment tu sais que José est parti là, parce que je suis le seul à venir lui donner la nouvelle. Le médecin lui-même ne le savait pas avant que j'arrive. Et il me dit, il est venu me le dire. J'ai commencé, il est venu te le dire. Il me dit oui, il se tenait là où tu te tiens. Il était entouré d'enfants, habillés en blanc. Et il m'a dit au revoir mon frère. Et là mon père s'effondre de nouveau en larmes. Et là je me dis c'est incroyable venant de mon père. Et j'attends qu'il se calme et je me dis j'ai peut-être une opportunité cette fois-ci de parler de la foi, de parler de l'après, de voir. Et là quand il se calme, j'essaye donc de parler et pour au moins la première fois il m'écoute.
D'habitude, il m'envoyait balader, gentiment, avec ironie, se moquer de moi. Là, il m'écoute. Et je dis, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses vraiment l'avoir vu? Et je sentais qu'il fallait pas mettre en doute ses propos, parce qu'il fronçait ses sourcils. Et j'étais à la fois content et mal à l'aise parce qu'il souffrait. Et donc, c'était une première étape. Je me dis, tiens, si mon père est ouvert à ça, puis moi aussi, quelque part, ça me rassure. Oui, parce que venant de mon père, qui était très, 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 très cartésien, me dire ça, je me dis, il a pas rêvé, et quelque part, ce que je vis depuis des années, ça me rassure aussi, hein. Donc, je le quitte le matin pour le retrouver l'après-midi, et quelques semaines plus tard, c'est-à-dire 2 mois plus tard, le médecin appelait mes sœurs et m'appelait en disant, là, votre papa, et c'est une question d'heure en fait, et il faut que vous veniez le voir parce que il est sur la fin. Donc je décide d'appeler mon épouse, de partir de Paris 18h, 19h de Paris, aller directement à la clinique en Normandie, parce qu'il me dit que c'est une question d'heure, quoi. Donc j'espère arriver à temps même. Et je vais directement à la clinique, le soir, sur les coups de 20h, on y arrive, personne dans la clinique, les infirmières desservent des plateaux, je monte sans autorisation dans la chambre, en dehors des heures de visite, mais je m'en fichais, c'était une question d'heure. Donc moi après, et avec mon épouse, j'en trouve la porte et je vois mon père adossé sur un matelas semi-incliné, radieux. Genre, je le vois radieux, il n'avait pas touché à son plateau. D'une, je suis surpris. Le médecin m'avait pas dressé un tel tableau. Je pensais tomber sur un père mourant. En fait, non, il est radieux. Et je dis, bah, papa, je lui dis, tu es bien, tu es radieux, tu es lumineux, bientôt tu rentres à la maison, je suis content. Et là, il me regarde avec un sourire, il me dit, je suis pas loin de la porte, mon fils. Et quand il dit ça, je comprends instantanément ce qu'il veut dire. Mais je tourne à l'ironie, je me retourne vers la porte de la chambre, et je lui dis, je suis plus près de la porte que toi tu ne l'es, papa. Et il sourit, il me dit, je suis pas loin de la porte, mon fils. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Il me demande d'approcher et de me serrer dans ses bras. Donc je m'approche de lui, je me colle à lui, il me serre. Je me suis senti vraiment comme un bébé. Au bout de quelques minutes, il me relâche. Et je lui repose la question, je dis, qui t'est venu te dire ça? C'est le médecin, les infirmières qui t'ont dit que t'étais proche de cette porte? Il me dit, non, c'est ta grand-mère, Marinette, sa sœur, défunte, et José. Ah, je dis, ah bon? Ils sont venus te le dire, m'a surpris. Et mon épouse qui est à côté, qui a heureusement le réflexe d'enregistrer tout de suite, sortir son téléphone et d'enregistrer, parce que personne n'aurait cru que mon père puisse tenir un tel discours. Et il avait toute sa tête, et mon épouse met l'enregistrement et s'approche de lui avec le téléphone à la main, et il me dit, ils sont venus me le dire. Je dis, ah bon, ils sont venus te le dire? Ah. Et je lui dis, pourtant, tu es bien. Il me dit, non, il me dit, je suis pas loin de la porte. Ils m'ont dit que je vais passer cette porte et que tout se passera bien. Je suis apaisé. Bah, je dis, je vois que tu es apaisé. Je lui dis, je vois, hein. Je lui dis, écoute, bah, s'ils sont venus te le dire, je lui dis, c'est rassurant, mais enfin, c'est peut-être un peu trop tôt, non? Il me dit, non, mon fils. Il me dit, non. Il me dit, tu sais ce que c'est qu'un nuage? Je lui dis, oui, papa, je sais ce que c'est qu'un nuage. Il me répète la question, je lui confirme une deuxième fois, je dis, papa, je sais ce que c'est qu'un nuage. Il dit, bah voilà, je serai comme un nuage, je te verrai, mais tu ne me verras pas. Et là, venant de mon père, je trouve ça, mais incroyable, incroyable. Et il rajoute, il me dit, tu sais, quand tu jetteras mes cendres à la mer, je serai avec vous. Je vous entendrai, je vous verrai, mais vous ne me verrez pas et vous ne m'entendrez pas. Mais il le dit d'un calme, d'une sérénité. Je trouvais ça époustouflant. Et il remercie mon épouse de ce qu'elle a pu faire pour lui. Il me donne quelques consignes, voilà. Et juste après, il me dit, j'ai besoin que tu me laisses. Mais juste avant, il me dit, serre-moi la main. Donc je lui serre la main. Il me dit, c'est plus fort. Plus fort, j'avais envie de dire, c'était du verre, le pauvre. Et donc, je tenais la main, il me regarde avec un sourire, il dit, c'est la dernière fois que tu me serres la main, mon fils. Je dis, papa, me dis pas ça, je vois bien que tu es bien aujourd'hui, mieux qu'hier en tout cas. Il me dit, c'est la dernière fois.
Et il me dit, est-ce que vous pouvez me laisser? Là, je vais me reposer, je suis fatigué. Donc on sort de la chambre, je suis dans le corridor, et je dis à mon époux, je vais retourner dans la chambre et je vais le faire mentir. Je vais lui serrer une deuxième fois la main pour lui montrer qu'il a tort. Et mon épouse me dit, il est fatigué, t'as bien vu qu'il est fatigué? Donc je dis, allez, on laisse dormir. Le lendemain arrive, petits-enfants, oncle et tante dans la chambre, j'ai plus cette proximité, j'ai plus cette intimité. Le lendemain soir, je suis chez ma maman avec mon épouse et je ressens que c'est le départ. Ça, je peux pas l'expliquer, mais je sens que là, c'est le départ. Et mon épouse me dit, file à l'hôpital, mais il était 23h, je voulais pas inquiéter ma mère, j'attends sur le canapé, je dis, on verra demain, c'est juste un ressenti, y a rien de... Et à 5h, 5h15, 5h20 du matin, l'hôpital m'appelle en me disant, votre papa est parti. Et instantanément, je me dis, il avait raison, j'ai pas pu lui resserrer la main. Il avait raison. Et là aussi, j'étais conforté parce qu'il avait raison. Et j'étais peiné, évidemment, mais j'étais plus comblé de joie parce que je savais que non seulement il avait raison, que ce que j'avais vécu autant d'années lui donnait raison et me donnait raison, et j'étais aussi comblé de joie parce que je me dis, ça y est, il est passé à autre chose, dans un autre monde, et tant mieux pour lui. Il a cette chance. Alors ça a choqué quelques membres de la famille, même si j'étais un peu peiné, mais j'étais plutôt inondé de joie pour lui. Voilà l'histoire de mon papa. Il a basculé complètement 2 mois avant son départ. Mais oui, c'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est que toute sa vie, il n'y a pas cru, il a été agnostique, et puis juste avant la fin, il part de la plus belle manière possible. Oui, tout à fait. En plus, il en témoigne de son vivant. Donc je trouve ça, merci. C'est tout ce que je peux dire. Et pour la petite anecdote, quelques jours après son départ, je suis dans mon bureau à Paris, et je sens son parfum me passer derrière, à droite et à gauche, je sens son parfum, et je lui dis, parce que je pense tout de suite à la bande dessinée Tonio et Eric, et je lui dis, papa, merci de m'avoir signalé que tu étais bien arrivé, je suis très heureux pour toi, je suis content de te savoir arriver. Plus de parfum. Plus jamais? Plus jamais. Et pourtant, j'aimerais ressentir de temps en temps son parfum. Peut-être qu'il est encore là. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Voilà. C'est un peu l'histoire de mon témoignage dans ce livre. Merci beaucoup, Jean-Luc Cayel. Merci. Merci d'être venu témoigner, d'avoir été, de vous être livré complètement, parce que là, je peux pas dire autrement. Moi, j'ai envie de conseiller à nos spectateurs de lire votre premier livre et le dernier, donc le premier qui s'intitule GIGN, les secrets d'une unité d'élite, Recherche Midi. Voilà, on peut le retrouver, je pense, d'occasion. Je ne sais pas s'il est encore se vend toujours, d'accord. Sur les plateformes, il se vend toujours. Et puis, bien sûr, ce dernier livre du GIGN à la fois, aux éditions Mama Édition. Oui, tout à fait. Qui est sorti en fin d'année 2024. Le 15 janvier. Ah, le 15 janvier, d'accord. C'est récent. 2025. Le 15 janvier 2025, il a un très bel accueil du public et je les remercie. Voilà, et je m'aperçois que beaucoup de gens ont vécu ce que j'ai vécu de différentes manières, mais l'ont vécu. Et oui, plus qu'on ne pourrait le croire. Et plus qu'on pourrait le croire. C'est extraordinaire et j'en suis content pour le coup. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.